L'Allemagne, après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes pertinents établis par les instruments du droit international humanitaire, applique la règle selon laquelle elle refuse un permis d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou l'équipement militaire à exporter soit utilisé pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Lorsque les autorités allemandes identifient un tel risque manifeste, elles doivent refuser les permis d'exportation. Mais attention, l'évaluation se fait bien sûr en fonction de l'équipement fourni. S'il s'agit d'un lot de casques ou de munitions d'entraînement, l'évaluation peut évidemment être la suivante: aucun risque. Dans le champ d'application plus restreint du traité sur le commerce des armes, les autorités allemandes, je cite, n'autorisent aucun transfert d'armes conventionnelles si elles ont connaissance au moment de l'autorisation que les armes ou les articles seraient utilisés pour commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves aux conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des biens civils ou des civils protégés en tant que tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par les accords internationaux auxquels elles sont parties. Si l'exportation n'est pas interdite en vertu de cette disposition, les autorités allemandes évaluent la possibilité que l'article soit utilisé pour commettre ou faciliter une violation grave du droit international humanitaire. Si elles constatent un risque prépondérant d'une telle conséquence négative, elles peuvent ne pas autoriser l'exportation. Mais là encore, les gilets pare-balles ne présentent peut-être pas un tel risque. Notre régime de contrôle juridique et politique à 4 niveaux des exportations d'armes et de matériel militaire est solide, il est démocratique, aussi transparent que possible compte tenu de la sensibilité du matériel concerné, et soumis à un contrôle parlementaire et judiciaire dans la mesure du possible. Le Nicaragua n'a fourni absolument aucune preuve tendant à montrer que la politique allemande en matière d'octroi de permis ne soit pas appropriée pour effectuer les évaluations de risque requises par le droit international. Au contraire, le cadre juridique allemand prévoit une réévaluation constante à la lumière de situations très changeantes sur le terrain. Les procédures nationales en place satisfont amplement à l'obligation d'assurer le respect de l'article 1er commun aux conventions de Genève, de sorte que toute violation est invraisemblable. Pour conclure, la Cour doit appliquer un critère de plausibilité raisonnable qui rende justice aux particularités de la présente affaire. L'affaire est portée devant la Cour par un État qui n'est pas partie à un conflit contre un autre État qui n'est pas non plus partie à ce conflit. Elle requiert l'application d'un test de plausibilité étendu qui opère à 2 niveaux. Le Nicaragua n'a fourni aucune preuve des éléments de causalité, de pleine connaissance et d'intention de facilité. Le comportement de l'Allemagne est très éloigné des violations présumées du droit international par Israël. Tout cela fait que la complicité est hors de question. L'Allemagne s'est acquittée de toute obligation potentielle de prendre des mesures proactives pour prévenir toute faute, y compris un génocide présumé, grâce à ses efforts inlassables pour améliorer la situation de la population de Gaza. Enfin, l'Allemagne applique des critères stricts en ce qui concerne un approvisionnement très limité en armes de guerre. Elle satisfait ainsi aux normes de diligence raisonnable prévues à l'article 1er de la Convention sur le génocide, et à plus forte raison à son obligation d'assurer le respect de la clause générale de l'article 1er commun aux conventions de Genève. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, la situation à Gaza est insupportable. Trop de vies ont été détruites, trop de projets de vie ont été brisés. Nous voulons tous que cela cesse, mais ce type de litige stratégique entre États mandataires ne nous rapprochera pas de notre objectif commun. Monsieur le Président, cela conclut ma présentation. Je demande à la Cour de bien vouloir donner la parole au professeur Paolo Palchetti qui poursuivra l'exposé de l'Allemagne. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame. Monsieur Paolo Palchetti, vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est pour moi un honneur de me présenter devant vous au nom de la République fédérale d'Allemagne. La Cour indique des mesures conservatoires s'il existe, je vous cite, un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués. Fin de citation. Le Nicaragua n'a pas démontré que le comportement de l'Allemagne faisait courir un tel risque aux droits en litige. Ses avocats n'ont rien dit sur ce point qui est pourtant crucial. Ils ont surtout insisté
sur la situation tragique qui existe actuellement à Gaza et sur les 2 ordonnances que vous avez rendues en janvier et mars 2024 dans l'affaire opposant l'Afrique du Sud et Israël. Monsieur le Président, une chose doit être claire d'emblée. Aucune de ces ordonnances ne peut être utilisée pour démontrer l'existence d'un risque imminent imputable à l'Allemagne. Dans vos ordonnances, vous avez certes reconnu que la situation à Gaza est telle qu'il existe un risque réel et imminent pour les droits des Palestiniens. Mais le risque dont il est question dans vos ordonnances est celui qui découle du comportement d'Israël. Votre conclusion repose uniquement sur la prise en considération du comportement d'Israël. Or, ce dont il est question dans la présente affaire, c'est le comportement de l'Allemagne. C'est à partir de son comportement que l'existence d'un risque imminent doit être établie. Ce que disent clairement vos ordonnances, c'est que la situation humanitaire qui règne dans la bande de Gaza est catastrophique. L'Allemagne en a bien conscience. Ces hauts responsables politiques ont déclaré à maintes reprises leur bouleversement face aux souffrances de la population civile de Gaza. En tant que membre de la communauté internationale, l'Allemagne s'est fermement employée à faire en sorte que ces souffrances cessent. Elle a insisté sur la nécessité que le droit international soit respecté et elle a pris des mesures concrètes visant à répondre aux préoccupations internationales. Ces mesures ne montrent pas seulement que les contestations portées par le Nicaragua dans sa requête sont dénuées de tout fondement juridique, elles montrent aussi, et c'est le point que j'entends développer ce matin, l'absence d'un risque imminent de préjudice imputable à l'Allemagne. Dans le temps qu'il reste à ma disposition, je m'occuperai tout d'abord des mesures en matière d'assistance militaire. Je passerai ensuite à l'aide humanitaire. Le Nicaragua invite la Cour à indiquer une mesure, c'est la mesure numéro 1, enjoignant à l'Allemagne de, je cite, suspendre immédiatement son aide à Israël, en particulier son assistance militaire. Fin de citation. Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Nicaragua a justifié cette mesure en faisant exclusivement référence à la situation dans la bande de Gaza. Hier, le Nicaragua a modifié sa position. Il ne s'agit plus seulement de la bande de Gaza, mais du génocide plausible et d'autres violations graves, je cite, occurring dans la bande de Gaza et ailleurs en Palestine. Le Nicaragua n'a pas expliqué les raisons de ce changement. Il n'a pas précisé s'il existait des faits nouveaux nécessitant l'examen de la situation dans les territoires palestiniens en dehors de Gaza. Il n'a pas non plus fourni d'informations détaillées à ce sujet. Sa stratégie consiste à lancer des accusations sans préciser les faits ni fournir de preuves. C'est cette même approche qui sous-tend la mesure numéro 2. Elle vise à imposer à l'Allemagne une obligation de vigilance par rapport aux armes déjà livrées à Israël. Or, le Nicaragua n'indique pas comment l'Allemagne pourrait concrètement exercer cette vigilance. L'agent du Nicaragua a précisé hier que cette mesure, je cite, oblige l'Allemagne à utiliser tout pouvoir juridique ou contractuel et toute influence dont elle dispose vis-à-vis d'Israël. Fin de citation. Monsieur le Président, s'il est question d'exercer une influence sur Israël, le Nicaragua peut être rassuré. Comme il le sait bien,
les plus hautes autorités de l'État allemand ont demandé à plusieurs reprises à Israël d'accepter une pause humanitaire et d'assurer le respect du droit international humanitaire. Une mesure de la Cour en ce sens n'est ni nécessaire ni urgente. En réalité, pour que la Cour indique les mesures numéro 1 et 2, il aurait fallu que le Nicaragua fournisse des preuves crédibles démontrant qu'il existe un risque imminent que l'Allemagne, intentionnellement, en connaissance de cause ou sans faire preuve de la diligence requise, aide militairement Israël à commettre des violations graves du droit international. Le Nicaragua n'a pas fourni ces preuves. En fait, il ne le peut tout simplement pas, et ce pour une raison essentielle. Les droits allemands et la pratique administrative allemande subordonnent la concession des licences d'exportation d'armement et d'autres équipements militaires à des conditions très strictes. Ces conditions vont bien au-delà de ce qui est demandé par le droit international. Je n'ai pas l'intention de répéter ce qui a été déjà dit sur ce point par les professeurs Tams et Peters. Je me bornerai à observer qu'il est difficile de comprendre comment le Nicaragua peut affirmer que sa demande actuelle est urgente alors que le droit allemand impose depuis longtemps des conditions très strictes visant à prévenir tout risque, y compris celui évoqué par l'État demandeur. Cela est d'autant plus vrai que le respect de ces conditions strictes est surveillé tout au long de la procédure d'instruction de demande de licence. Permettez-moi d'en exposer deux traits essentiels qui montreront le contrôle extrêmement minutieux qui est exercé sur chacune d'entre elles. Le premier aspect concerne le nombre d'autorités qui participent à la procédure. Comme l'ont fait remarquer les professeurs Tams et Peters, l'autorisation d'exporter des armes de guerre nécessite l'intervention de plusieurs ministères. Au sein de chaque ministère, des experts préparent un projet d'avis sur l'attribution ou non de la licence. Cette évaluation est finalisée par de hauts fonctionnaires ministériels. Bref, une licence ne sera approuvée que si le gouvernement allemand dans son ensemble, c'est-à-dire tous les ministères concernés, convient que les conditions d'exportation sont remplies. Le deuxième aspect concerne l'objet du contrôle. Celui-ci porte tout d'abord sur la nature du matériel militaire en question et en particulier sur le risque d'utilisation abusive qu'il présente. Il y a ici un point sur lequel je voudrais insister. De nombreux articles militaires relevant de la catégorie autres équipements militaires et dont l'exportation est soumise à autorisation en vertu de la législation allemande ne présentent aucun risque d'utilisation abusive. C'est d'ailleurs également le cas de certains articles classés comme armes de guerre. Naturellement, la situation du pays de destination est elle aussi examinée de près. Chaque demande de licence est soumise au service des exportations étrangères du ministère fédéral des Affaires étrangères, qui s'appuie systématiquement sur l'expertise des spécialistes du pays en question avant de délivrer son avis. Monsieur le Président, je devrais à ce stade vous exposer comment ce régime et cette procédure ont été mis en œuvre par rapport à l'exportation d'armes et d'autres équipements militaires vers Israël. Il n'est toutefois pas nécessaire de m'attarder sur ce point. Le professeur Tams vous a déjà montré les nombres et le contenu des licences accordées dans ce contexte. Le cadre qu'il vous a montré est suffisamment précis. Les droits allemands imposent de tenir compte de l'évolution
de la situation sur le terrain. C'est la ligne de conduite que les autorités allemandes ont tenue par rapport à la situation à Gaza. Pour vous convaincre qu'il existe un risque imminent de préjudice, le Nicaragua cherche à concentrer votre attention sur le nombre de licences qui ont été accordées par l'Allemagne dans les semaines suivant immédiatement le 7 octobre 2023. Il prétend que les exportations d'armes vers Israël ont continué d'augmenter dans les mois suivants. Le professeur Pelé l'a dit explicitement, je le cite, « Les ventes d'armes n'ont pas cessé, elles se sont amplifiées très considérablement. » Fin de citation. Cette affirmation déforme la réalité. Le professeur Tams vous a exposé les données réelles. Vous avez déjà vu ce graphique. Si je vous le présente à nouveau, c'est parce qu'il illustre très clairement que les allégations du Nicaragua sont dépourvues de fondement. Ce qui s'est passé, c'est le contraire de ce que le Nicaragua vous a dit hier. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur les raisons qu'ont conduit l'Allemagne en octobre 2023 à réaffirmer son engagement pour la sécurité d'Israël. La question qui doit nous intéresser ici, c'est d'établir s'il existe un risque imminent qui peut justifier l'indication de mesures conservatoires. Or, on ne peut pas sérieusement prétendre se fonder sur la situation existante en octobre 2023 pour prouver l'existence d'un tel risque. Qui plus est, en faisant abstraction du comportement allemand depuis octobre. Ce risque ne peut être établi que sur la base de la situation qui existe aujourd'hui, avril 2024. Je le redis, la situation actuelle est claire. Le droit allemand impose des conditions strictes aux exportations d'armement. Ce droit a été appliqué et continuera d'être appliqué de manière rigoureuse par les autorités allemandes, y compris s'agissant d'Israël. Dans sa jurisprudence, la Cour a déjà tenu compte des garanties de droit interne pour exclure l'existence d'un risque imminent de préjudice. Dans la présente affaire, la Cour peut faire confiance aussi bien au droit allemand qu'à la pratique continue des autorités qui sont chargées de l'appliquer. Les conditions très sévères qu'ils imposent suffisent pour prévenir les risques de préjudice au droit en cause en cette affaire. J'en viens à l'aide humanitaire. La mesure conservatoire numéro 3 sollicitée par le Nicaragua prévoit que, je cite, l'Allemagne doit reprendre son appui et financement de l'UNRWA pour ses opérations à Gaza. L'Allemagne, c'est l'argument du Nicaragua, en suspendant le financement de l'UNRWA, ferait courir un risque imminent de préjudice aux droits des Palestiniens de Gaza. L'accusation portée par le Nicaragua est totalement infondée et de mauvaise foi. L'Allemagne n'a violé aucune obligation et n'a pas non plus créé, par son comportement, un risque imminent de préjudice irréparable. Je vais vous le démontrer en 3 temps. Premièrement, vous avez entendu parler ce matin de la variété des efforts fournis par l'Allemagne en matière d'assistance humanitaire. Comme l'a montré le professeur Tams, cette aide n'a jamais été interrompue. Elle se poursuit activement encore aujourd'hui et l'Allemagne n'a jamais manifesté l'intention de l'interrompre. Cette circonstance est en soi suffisante pour se convaincre de l'absence d'un risque imminent imputable à l'Allemagne. Le Nicaragua évite de prendre en considération ces initiatives.
il se concentre uniquement sur la suspension des versements à l'UNRWA. Il est évident pourtant que le financement de l'UNRWA n'est pas la seule forme possible d'aide humanitaire. Un État ne peut pas être tenu pour responsable d'un risque immédiat de préjudice s'il fournit une assistance humanitaire à la population par d'autres moyens. Ma deuxième observation est que le Nicaragua part d'un présupposé erroné. Ce n'est pas faute de financement que l'aide humanitaire n'arrive pas à la population palestinienne. Les vrais problèmes, ce sont les restrictions à l'entrée et à la distribution de l'aide humanitaire. Comme vous l'avez reconnu, je vous cite, « Il est urgent d'augmenter la capacité et le nombre de points de passage terrestres permettant d'entrer dans Gaza. » Fin de citation. Dans ces circonstances, il est inutile d'insister sur la suspension du financement de l'UNRWA. Il est clair également que si les restrictions à l'entrée et à la distribution de l'aide humanitaire font courir un risque imminent aux droits des Palestiniens à Gaza, ce risque n'est pas imputable à l'Allemagne, qui n'a évidemment aucun contrôle sur le territoire et a insisté à plusieurs reprises auprès d'Israël, y compris au plus haut niveau, pour que l'entrée de l'aide humanitaire soit facilitée. Ma dernière observation concerne la position de l'Allemagne à l'égard de l'UNRWA. Même si l'on acceptait de se concentrer uniquement sur la décision d'en suspendre le financement, cela ne suffirait pas à conclure qu'il existe un risque imminent de préjudice. Premièrement, la décision de suspendre provisoirement le financement de l'UNRWA n'a eu aucun effet immédiat sur son activité. En effet, selon le plan de financement préétabli, aucun nouveau versement ne devait être effectué par l'Allemagne dans les semaines qui ont suivi le 27 janvier 2024. Deuxièmement, tout en étant consciente de la nécessité de clarifier les graves allégations formulées à l'encontre de quelques membres du personnel de l'UNRWA, l'Allemagne a continué à reconnaître le rôle important de l'agence à Gaza. En témoigne le soutien allemand apporté aux initiatives visant à financer le travail de l'organisation, y compris le soutien au versement le 1er mars 2024 de 50 millions d'euros par l'Union européenne, dont l'Allemagne est le premier contributeur financier. Troisièmement, malgré les difficultés que la suspension du financement a pu créer pour l'organisation, il n'y a aucun risque immédiat qu'elle cesse ses activités à Gaza. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a reconnu fin mars que l'organisation dispose de fonds pour fonctionner jusqu'à la fin du mois de mai. De plus, certains États ont décidé de reprendre leur financement. L'Allemagne a elle-même annoncé depuis lors un financement de 45 millions d'euros destiné au travail régional de l'UNRWA en Jordanie, au Liban, en Syrie et en Cisjordanie. J'en viens à mes conclusions. Pour que la Cour indique des mesures conservatoires, il doit y avoir un risque réel et imminent de préjudice irréparable, et ce risque doit être apprécié par rapport au comportement de l'Allemagne. Sans cela, rien ne justifie de telles mesures, ni en matière d'assistance militaire, ni en matière d'aide humanitaire. Par conséquent, la Cour doit refuser d'indiquer les mesures demandées par le Nicaragua. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention et je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir donner la parole à l'agent de l'Allemagne, Madame Tanja von Uslar-Gleichen. Je remercie M. Palchetti pour son exposé. I now give the floor. Je redonne désormais la parole à l'agente de l'Allemagne, Madame Tanja von Uslar-Gleichen. Vous avez la parole, Madame.
Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, pour conclure la présentation de ce matin, permettez-moi de réitérer la vive inquiétude de l'Allemagne par rapport à la situation des Palestiniens à Gaza, une inquiétude qu'elle partage avec le Nicaragua et avec cette Cour. Atténuer la souffrance des Palestiniens tout en assurant la libération des otages et la sécurité d'Israël sont les objectifs centraux de l'Allemagne dans la crise actuelle. Nos exposés ce matin ont démontré ce que cela implique. Un engagement continu et étroit avec les dirigeants israéliens et palestiniens pour augmenter l'accès humanitaire à Gaza, fournir une aide humanitaire afin d'assurer le respect du droit international et afin de promouvoir une solution politique durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région. Monsieur le Président, l'Allemagne attache une grande importance à la bonne administration de la justice par cette Cour. Une telle administration nécessite une analyse approfondie des éléments de preuve et un examen attentif des arguments juridiques, ainsi que le respect des principes fondamentaux du droit international. A fortiori, lorsque la Cour est saisie rapidement d'une affaire contre un État qui est accusé de jouer un rôle accessoire dans des prétendues violations. Comme les conseils de l'Allemagne l'ont exposé, la demande du Nicaragua est dépourvue de fondement en droit ou en fait. Il n'y a pas de raison juridique pour justifier l'indication en mesure conservatoire sollicitée. L'Allemagne n'a ni violé la Convention sur le génocide, ni le droit international humanitaire, ni directement ni indirectement. Nos actions, quand nous soutenons Israël, quand nous assistons la Palestine, répondent à nos obligations juridiques et continueront à le faire, compte tenu des conditions évolutives sur place. Nous avons tout mis en œuvre pour veiller à ce que, dans le contexte du conflit à Gaza, auquel nous ne sommes pas partis, les droits et les obligations de toutes les parties soient engagés et respectés. C'est à la fois le privilège et la charge des responsables politiques de s'efforcer de ménager au mieux un équilibre entre les intérêts légitimes tant du peuple israélien que du peuple palestinien dans le cadre du droit international. Nous défendons le droit d'Israël à la sécurité et à la légitime défense tout en insistant sur le fait que ces limites doivent être scrupuleusement respectées. Nous avons tout fait pour exercer notre influence politique, pour assurer le respect du droit international humanitaire et nous continuerons à tout faire pour respecter nos propres responsabilités découlant du droit international humanitaire et de la Convention sur le génocide. Nous avons déployé tous nos efforts et plus que beaucoup pour fournir une aide humanitaire au peuple palestinien à Gaza et nous continuerons à œuvrer en faveur d'une solution politique au moyen d'une solution négociée de 2 États. Monsieur le Président, cette grande salle de justice n'est pas un lieu pour scander des slogans, mais pour une administration minutieuse de la justice internationale. Avec le plus grand respect que nous devons à la Cour, l'Allemagne est confiante que celle-ci, guidée par ses considérations en appliquant les normes de sa jurisprudence, rejettera la demande du Nicaragua. Dans ce contexte, l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, prie la Cour d'abord de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires soumise par la République du Nicaragua et deuxièmement de rayer du rôle l'instance introduite par la République du Nicaragua le 1er mars 2024. Cela conclut la présentation de l'Allemagne. Au nom de notre délégation, je vous remercie de votre attention. J'exprime également ma gratitude envers le bureau du greffe et aux interprètes pour leur travail au cours de l'instance. Merci. Merci l'agent de l'Allemagne dont l'exposé conclut la procédure orale consacrée à la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua en l'affaire concernant des manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au territoire palestinien occupé. Nicaragua contre Allemagne. Je tiens à remercier les agents, conseils et avocats du demandeur et de la défenderesse pour leurs interventions.
Conformément à la pratique habituelle, je prierai les agents de bien vouloir rester à la disposition de la Cour pour tout renseignement complémentaire dont celle-ci pourrait avoir besoin. La Cour rendra son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires dès que possible. Les parties seront avisées en temps utile de la date à laquelle elle en donnera lecture en audience publique. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, l'audience est levée.